Voilà, comme promis, on va donc corriger ensemble l'examen donc de l'année dernière. J'ai déjà répondu aux questions pour aller un peu vite, pour donc limiter un peu le temps donc de cette vidéo. Donc la première question, on vous dit donc les micro-organismes chimio-organotrophes jouent un rôle important dans l'écosystème terrestre. Pourquoi? Donc les mots-clés ici, c'est chimio-organotrophes et l'écosystème. Alors les chimio-organotrophes, donc ils dégradent la matière organique pour donc enlever vers la synthèse de l'énergie. Donc ils utilisent la matière organique comme donneur d'hydrogène et d'électrons. Et en même temps, ils recyclent donc les nutriments comme l'azote, le soufre pour les autres micro-organismes. Donnez 3 exemples, vous en avez plusieurs, j'en ai donné 3 ici, vous pouvez choisir d'autres. Escherichia coli, donc le sucre pour la source de carbone et l'ammoniac pour la source d'azote. Donc vous avez plusieurs choix, sauf que ici vous ne pouvez pas mettre l'azote atmosphérique. En fait, c'est azotobactères et aussi qu'on a vu des cyanobactéries qui, elles, sont aussi capables donc, de faire la fixation de l'azote atmosphérique. Pour azotobactères, donc la source de carbone, c'est le sucre et la source d'azote, c'est l'azote atmosphérique. On peut avoir les bactéries lactiques, on peut avoir Staphylococcus. Je mets les bactéries lactiques parce qu'on va en parler en bas. Ils ont besoin donc de plusieurs sources de carbone. Et la source d'azote aussi, elle est organique. Donc, c'est des acides aminés. Alors, on vous dit donc qu'après, certaines bactéries assurent des fermentations qui ont été utilisées par l'homme, comme la production de yaourt à partir du lait. Définir la fermentation. Le métabolisme énergétique, c'est le métabolisme énergétique qui utilise un accepteur final des électrons qui est organique et qui est endogène. Organique et endogène, c'est-à-dire qu'il est synthétisé à l'intérieur de la cellule. Expliquer pourquoi l'acide lactique s'accumule dans le milieu de culture des bactéries lactiques. L'acide lactique s'accumule car il résulte du transfert final des électrons sur le périvate. Donc le périvate va accepter les électrons et il va être transformé en lactate. Donc en recevant les électrons, il est rejeté dans le milieu extracellulaire où il s'accumule. Quel est le rôle de la superoxyde d'usmitase? Alors la superoxyde d'usmitase, elle fait partie donc des enzymes de détoxification donc des produits toxiques de l'oxygène. Donc il transforme le superoxyde qui est O2- en peroxyde qui est donc H2O2. Donc on a O2- plus 2H+, ça va donner H2O2 qui est lui aussi toxique. Et là, il va falloir donc l'intervention du peroxydase et de la catalase. A-t-on besoin de les cultiver dans un milieu complètement dépourvu d'oxygène? Expliquez pourquoi non, car ce sont des bactéries qui possèdent les enzymes de détoxification. Donc, ils ont la superoxyde d'usmitase et ils ont aussi des peroxydases. Ces bactéries sont cultivées donc, sur le milieu qu'on appelle MRS, Killmann Rogosa Sharp. Et on vous donne un peu la composition, et on vous dit quel est le principal. Donc, le mot principal ici est important. Donc, principal rôle. Alors pour le peptone, donc ce sont une source organique d'azote. Pour l'extrait de viande, c'est essentiellement des sels minéraux. Pour donc l'extrait de levure, c'est des facteurs de croissance, en particulier des vitamines, certains acides aminés. Le glucose, donc c'est le donneur d'hydrogène et d'électrons. C'est pour ça que la quantité est très importante. Et l'agar, c'est pour solidifier le milieu à température ambiante, pour avoir un milieu solide, donc à température ambiante. Nommer le type trophique par rapport à la source de carbone, sachant que les bactéries lactiques ont absolument besoin de tous les ingrédients précités. Donc ils sont toxotrophes. Ils sont toxotrophes pour plusieurs acides aminés, ils sont aussi oxotrophes pour les vitamines. Ils ne peuvent pas les synthétiser. Donc il faut leur donner ces vitamines et ces acides aminés. C'est pour ça que le milieu de Mann-Rogosa, donc MRS, c'est très complexe. Si on veut faire un milieu sélectif et différentiel, quel serait le rôle des ingrédients qu'on doit rajouter à ce milieu? Donc pour la sélection, on rajoute un produit qui inhibe le développement des micro-organismes compétiteurs, des bactéries lactiques. Et pour la différenciation, donc le rôle devrait être un changement donc, de pH par exemple, qui est détecté par un indicateur de pH. Par exemple, on peut avoir un sucre comme le lactose et le rouge de phénol comme indicateur coloré. Mais vous avez plusieurs choix. Quel est le rôle des protéines FTS au cours de la division cellulaire? Alors les protéines FTS forment un anneau
qui est donc initie le septum donc de séparation entre deux cellules en division, par exemple dans le cas de la division binaire des bactéries. Alors la question 3, elle porte sur la croissance. Donc on vous dit une culture d'Escherichia coli en croissance exponentielle dans un milieu non renouvelé augmente la concentration de 5 10 à la puissance 6 à 5,4 10 à la puissance 9 cellules par millilitre en 5 heures. Et on vous demande de mettre les détails des calculs parce que ça me permet donc des fois de vous donner des notes, des fois vous trompez sur les calculs, donc vous aurez quand même au moins donc, en partie la note si vous donnez les formules. Alors on vous demande de calculer le taux de croissance exponentielle. Donc on vous dit qu'on est en croissance exponentielle, donc en haut, donc on vous dit qu'en croissance exponentielle, donc on peut intégrer cette équation d de x sur dt est égal à mu x. Donc si vous l'intégrez, il vous donne, donc ça on l'a fait dans le cours, x égale x0 exponentielle mu t. Vous pouvez mettre x ou n, c'est ce que vous voulez, donc peu importe. Donc si vous appliquez le log, ça vous fait donc log de x sur x0 est égal à mu max qui multiplie t, ce qui vous permet donc d'isoler mu max qui est égal à log de x sur x0, à log donc népérien de x sur x0, le tout divisé par t. Et ça devrait vous donner donc une valeur de 1,397 par heure. Alors les unités sont très importantes, il ne faut pas oublier de les mettre. Quelle serait la concentration des cellules après 5 générations? Alors pour calculer pour le nombre de générations de 5, il faut calculer le temps de génération. Alors θ est égal donc à log de 2 sur mi max. Ça on l'avait démontré dans le cours. Donc et si vous appliquez ça, il vous donnera donc à peu près 0,496 heures. C'est le temps donc que ça demande pour se multiplier. Donc chaque génération, vous multipliez par 5, ça va correspondre à 2,48 heures. Et donc vous pouvez calculer la concentration qui est égale donc à la concentration initiale qui est 5 10 à la puissance 6, exponentielle mu max qui multiplie t, et ça vous donne donc 1,7 10 à la puissance 7 cellules par millilitre. On suppose qu'on a un temps de latence d'1 heure et la phase stationnaire commence à 7,5 heures. Calculez la concentration maximale des cellules dans cette culture. Donc si on a 1 heure, donc la phase stationnaire elle marque la fin de la phase de croissance exponentielle. Le début donc de la croissance exponentielle c'est après 1 heure donc de latence et la fin à 7,5. Ce qui correspond donc à une durée, la phase exponentielle, donc la phase de croissance exponentielle, a une durée de 6,5 heures. Et donc vous appliquez, donc vous reprenez la formule qu'on a tout à l'heure, vous l'appliquez et ça vous donnera environ 44 10 à la puissance 9 cellules par millilitre. Donnez l'appellation de 3 groupes de micro-organismes en fonction de la concentration de sel. Vous avez plusieurs choix. Donc, j'ai mis 3, allotolérants, allophiles et hyperallophiles. Vous pouvez mettre osmotolérant, osmophile et hyperosmophile. Ça aussi, ça peut marcher. On vous pose aussi la question, comment est-ce que les micro-organismes s'adaptent aux fortes pressions osmotiques? Donc, ils s'adaptent en libérant des composés qu'on appelle des composés osmocompatibles ou bien allocompatibles si vous voulez, comme la glycine ou le saccharose. Il y a un certain nombre d'autres acides aminés qu'on peut donner comme réponse. Certaines espèces peuvent aussi faire rentrer des ions, en particulier le potassium. Donc ce qui fait, ça augmente la pression osmotique interne de la cellule. Définir un transposant. Alors un transposant, c'est un fragment de chromosome mobile qui peut changer d'emplacement et donc qui peut provoquer des mutations. Alors on vous dit donc, on étudie la conjugaison. Définir la conjugaison, donc c'est le transfert de matériel génétique entre deux cellules bactériennes par l'intermédiaire d'un pont sexuel formé par le pili. Il y a 2 types, donc on vous demande les types de conjugaison. Il y a la conjugaison entre F+ et F-. Donc F+ ayant le facteur F initiant le transfert, et la conjugaison entre HFR et F-. HFR ayant le facteur F initiant le transfert, mais il est intégré au chromosome principal. On vous demande de comparer les conséquences. Donc pour chaque cas, pour la conjugaison F+, donc F-,
on a transfert essentiellement du facteur F et les gènes qui sont portés sur ce plasmide. Parce que donc en fait le facteur F c'est un plasmide indépendant du chromosome et donc on a le transfert du facteur F et les gènes qui sont liés à ce plasmide. La cellule réceptrice devient F+. Donc ça il faut le marquer, c'est très important. La conjugaison HFR-F-, le transfert d'une partie du facteur F, c'est pas l'entier, donc il faut faire vraiment tout le transfert du chromosome cellulaire pour pouvoir avoir l'ensemble du facteur F. Mais surtout, on a des gènes qui sont portés sur le chromosome qui sont transférés. Et en fonction du temps, la quantité des gènes peut être très importante. Donc, si on laisse très longtemps, donc en principe, théoriquement, on peut avoir le transfert du chromosome, ce qui est pratiquement jamais possible parce que donc il y a toujours des agitations qui font que donc les cellules vont se séparer. À quelle classe de virus appartiennent les rétrovirus? Ils appartiennent à la classe 6, virus à ARN simple brun, mais qui font la transcription reverse. Donc, ils ont la transcription parce qu'il y a d'autres ARN, donc d'autres virus à ARN simple, mais ce qui distingue les rétrovirus, c'est la transcription reverse. Et on va voir ce que c'est que la transcription. Comment se multiplie-t-il en spécifiant l'intervention de ces nucléides? Alors le virus est décapsidé dans le cytoplasme, donc il perd donc sa capside, il porte son enveloppe, etc. Puis il y a synthèse d'ADN double brun par la transcriptase inverse. Donc c'est la transcription reverse par la transcriptase inverse. Il y a ensuite synthèse des structures nécessaires pour former les particules virales, donc l'ARN, la capside, les protéines, les enzymes, etc. Ensuite, les parties sont assemblées pour former les particules virales qui quittent la cellule lysée pour aller donc infecter une nouvelle cellule. Voilà donc comment ça se multiplie. Alors à la fin, on vous demande donc de faire un schéma d'un représentant et donc l'année dernière j'avais donné donc le schéma des VIH. Donc c'est un virus qui est enveloppé, qui a donc une enveloppe lipidique qui vient donc des cellules, donc c'est des phospholipides, et il a aussi une matrice protéique qui est juste après l'enveloppe. Et l'ARN, il est à l'intérieur d'une capside protéique, et il y a présence donc de plusieurs enzymes, des protéases en particulier, parce que donc le virus a besoin donc de digérer un certain nombre de protéines donc dans les cellules. Et on a aussi des glycoprotéines qui sont à la surface, qui sont un peu sous forme de fleurs. Voilà donc pour donc la correction de cet examen, et je reste à votre disposition donc pour les questions, donc on pourra les traiter ensemble lors de la prochaine séance. Voilà, merci.